All right, pour ceux sur l'audio, vous écoutiez Jaded de Spirit Box, qui est probablement un de mes bands préférés. En fait, c'est plus que j'écoute ce band-là, plus que je les aime. Ils sont vraiment, vraiment tellement incroyables aussi. C'est genre Paramore qui se lève et qui passe une mauvaise journée, mais la voix de la fille de Paramore est tout simplement incroyable. Puis c'est comme plus metal, plus scream un peu. Fait que sincèrement, c'est malade ce band de Spirit Box. Si vous étiez sur l'audio, vous avez entendu Jaded de Spirit Box. Si vous étiez sur la vidéo, vous avez entendu rien pas tout que moi qui explique pourquoi il n'y a pas de tune. Parce que je suis pas mal sûr que si je joue avec un extrait du clip de Jaded ou de Spirit Box, va me faire poursuivre. Déjà que ça a déjà été limite dans le temps, sincèrement. Avec, en fait, pas, non, c'est pas vrai. Là en ce moment, c'est tout transféré sur Spotify, mais avant, j'avais une autre plateforme qui s'appelait Anchor. Puis Anchor, ils ont déjà retiré de mes épisodes, genre, dans le fond, me dire que j'avais pas le droit de la musique. Fait que si vous êtes sur l'audio, absolument merveilleux comme Ben, Spirit Box, allez voir ça. En fait, même si vous êtes sur la vidéo, allez voir Spirit Box, ils sont simplement incroyables comme Ben. Podcast aujourd'hui solo que je vais essayer de faire un petit peu parce que j'ai un live j'ai comme un groupe privé dans le fond avec mes clients. Je fais comme un live pas à toutes les semaines. Là. Je ne suis pas aussi sharp que j'aimerais, mais j'essaie fucking fort pour vrai d'être là pas mal tout le temps. Puis cette semaine, j'avais un live sur les erreurs que moi j'ai faites en course à pied ou les changements de position que j'ai eu en course à pied, changement d'opinion, appelez ça comme vous voulez, que j'ai eu en course à pied. Puis sincèrement, j'ai pas eu le temps de finir mon live parce qu'à chaque fois que je fais des lives, ça finit tout le temps par virer en merde de mon 10 la joke. En fait, le concept des coaching calls, c'est que le monde peut venir poser des questions sur leur entraînement, sur quoi que ce soit, au besoin ou échanger ou quoi que ce soit. C'est aussi ça que j'annonce comme tous les concours qu'on a à l'interne, toutes ces affaires-là. Puis dans le fond, le but, c'est ça. Puis le monde fait tout le temps par niaiser. Fait que je dépasse tout le temps mes affaires, ce qui est un problème tout à fait merveilleux. Sincèrement, que le monde embarque, pose des questions, c'est vraiment, vraiment cool. Mais souvent, je finis par manquer de temps. Puis là, j'étais comme, là, man, j'ai mis pas mal de temps dans l'organisation de ces points-là, dans ces sujets-là, de les erreurs que j'ai changées, puis les changements de position que je vais parler dans un live. Puis j'ai pas eu le temps de le passer au complet. Fait que je me suis dit, m'a passé ça dans un podcast parce que, un, le contenu était déjà fait. Puis deuxièmement, à chaque fois que je fais des podcasts comme rétrospectif où est-ce qu'on réfléchit de nos erreurs, il n'y a personne, man, qui veut embarquer avec moi parce que tout le monde trouve ça horriblement laid et compliqué à faire puis pas intéressant. Mais moi, j'adore ça. 100%. Fait qu'on va tomber ensemble dans un podcast qui va être plus rétrospectif, mes erreurs, changement de position par rapport à spécifiquement la course à pied ou plus. Je veux dire, en même temps, je vais parler d'entraînement, c'est sûr, parce que je suis tout à par en parler, mais vraiment sur ça. Puis je pense que ça va quand même être intéressant comme concept parce qu'il y a peut-être certaines choses que vous faites là-dedans en ce moment, peut-être des choses que vous pensez qui sont vraies, qui ne sont peut-être pas, ou définitivement des choses qui sont plus nuancées un peu, qui je pense vont être vraiment, vraiment importantes de jaser. Ou intéressant, très intéressant de jaser. En commençant par le premier, ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est une belle preuve que dans la vie, c'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu fais qui est important, ou qu'on est comme constamment dans une spirale de réapprendre des affaires, dans le fond. Puis c'est un peu ça qui s'est passé, définitivement, l'année... non, c'est pas cette année, c'est peut-être un peu... Ça fait une couple d'années, en tout cas. Puis c'est définitivement un des plus gros changements de position que j'ai eu sur la course à pied, à savoir que je venais du background plus de fitness, de sport de force, de perte de gras, de mise en forme, appelez ça comme vous voulez. Puis dans cette vision-là, on a tendance à voir beaucoup, genre, le cardio comme une manière de perdre du poids, comme une manière de brûler les calories. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Là. Ça a des bénéfices santé, ça a des bénéfices mentaux, ça a plein de bénéfices super intéressants. Mais dans un contexte conventionnel, mettons, de perte de gras, appelons ça comme ça, c'est très, très vu comme étant genre, OK, tu fais du cardio, tu montes ton cardio, tu montes tes steps pour perdre du poids. Puis quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé, c'est que tu marches, que tu cours, tu fasses n'importe quoi dans une perte de gras, c'est des pas, dans le fond. Puis, la course, c'est comme si tu condensais ta marche, entre guillemets, en plus court, parce que tu vas faire plus de pas en moins de temps parce que tu cours au lieu de marcher, tu sais. Puis c'est une opinion que j'ai déjà eue, puis que j'ai déjà dit, sincèrement, à du monde, puis que je suis sûr que j'ai déjà dit sur un podcast, en fait, je travaillais avec ça, puis j'étais comme, c'est très ironique. Puis j'étais comme, en tout cas, bref, je veux dire l'idée, puis après ça, je vais le contredire un peu, mais j'étais comme, ah, ben, tu sais, tu peux faire tes pas à la marche ou à la course, tant que tu fasses tes pas, tout est good. Puis c'est quelque chose que il y a beaucoup d'affaires qui, en théorie, fonctionnent, mais dans ce cas-ci, c'est quelque chose où est-ce que j'étais comme, ah, ça fait du sens en théorie, m'a laissé avec des clients, puis les résultats ont tout le temps été vraiment, vraiment négligés. Puis je pense qu'il y a une partie physiologique de ça, sincèrement, où est-ce que, ben, tu sais, oui, en théorie, tu brûles les calories, tu marches de cours, puis admettons que tu contrôles la dépense énergétique, ben, tu fais ton 10 000 pas, ben, que tu le fasses en marche ou à course, ça va faire à peu près le même effet en termes de dépense énergétique. Sauf que ça a un impact sur autre chose. Ça a un impact sur le comportement ou ça a un impact sur l'individu, dans le sens que généralement, quand tu vas avoir tendance à augmenter l'intensité d'une activité, les compensations au niveau comportemental, au niveau d'ajustement de la faim, parce que le corps se régule, no shit, genre, le corps a une capacité de se réguler, fait que si tu brûles des calories de manière un peu plus intense, ben, de mon expérience, ce qui va se passer, c'est que le monde, généralement, va avoir tendance à compenser un peu plus, pour avoir un peu plus faim dans les ajustements, puis dans les trucs qui vont suivre, parce que la dépense énergétique a été plus intense, l'effort a été plus intense. Ce qui fait que c'est pas une condamnation pour prendre du poids. Évidemment, c'est pas juste à cause de ça que tu vas changer toutes tes affaires ou penser à prendre ou à perdre du poids. Par contre, ça
ça met un peu la table à des conditions qui sont potentiellement défavorables à ça. Puis je pense que c'est une grosse partie de ta perte de gras et de l'entraînement, c'est une grosse partie de les conditions, comment tu mets la table à progresser vers ce que tu as à faire. Dans le sens que c'est drôle parce que je parlais à une cliente tantôt qui, dans le fond, est prête. Elle a fini sa prep aujourd'hui, elle n'est pas blessée, tout est good. Elle a fait sa plus longue sortie aujourd'hui pour un demi-marathon, son premier demi-marathon, puis elle voyait ça gros, puis c'était quand même gros un peu parce qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes que je ne parlerai pas ensemble aujourd'hui, mais il y avait des problèmes musculo-squelettiques, il y avait des problèmes de santé, il y avait d'autres affaires. Fait que, ça a été quand même un gros casse-tête à trier, puis tout, mais elle voyait ça très, très gros. Puis là, à cette heure, il y a eu tellement de doutes, puis il y a eu tellement d'obstacles qui ont été là qu'elle avait peur de ne pas être prête, elle avait peur de ne pas arriver. Puis là, elle a fait son 18,5 kilos, je pense qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a fait un demi-marathon en 2 semaines. Fait que, il reste 3,5 kilos à closer en compétition. Fait que c'est pas si pire, puis elle se sent prête, puis elle n'est pas blessée, puis tout est bon. Mais là, ça a l'air facile, puis là, ça a l'air d'être acquis, puis tout était beau, puis elle a oublié tout le struggle qui était là parce que la grosse partie de la job, ça n'a pas été les 12 semaines de prep de demi-marathon, ça n'a pas été le programme de 16 semaines qu'on a fait. Ça fait 6 mois que je suivi en ligne. Là. Tu sais, on a eu un bon 3-4 mois de mettre la table, ce qui fait que là, ça a l'air d'être donc facile, puis tout a l'air de couler, mais puis en tant qu'humain, on oublie tout le temps ça. On oublie tout le temps comment que on oublie comme le struggle passé, puis on peut juste focuser sur ce qui se passe en ce moment beaucoup, je pense. Puis tu sais, elle, ça a l'air d'être facile, ça a l'air donc couler, ça a l'air d'avoir été vraiment pas si pire que ça. Quand il y a eu beaucoup de struggle, parce que la plupart du temps, du travail a été mis sur mettre la table à ce qu'elle soit capable de tolérer sa prep de demi-marathon et non juste le 16 semaines où est-ce qu'on augmente les distances de 1 kg par semaine, par exemple, whatever. Tu sais. Puis ça, c'est définitivement quelque chose qui est plus présent en perte de gras, dans le sens que c'est beaucoup une partie de comment tu mets ta table. Puis c'est quoi les conditions dans lesquelles tu fais ça, tu sais, parce que souvent, moi, j'utilise la métaphore avec les clients d'avoir le vent dans le dos versus le vent dans la face. Tu sais. Si toi, tu es un amoureux bien raide de barbecue et de terrasse, puis que tu tripes à ça dans la vie, which is fine, je te comprends. Après ce podcast-là, j'embarque sur mon barbecue, c'est ça que je vais faire, OK? Je serais mal placé de te juger. Mais tu sais, toi, tu tripes bien raide ces barbecues puis ces terrasses, puis les parties de patio, ou le party de patio, man, ça fait tellement m'attendre ce que je dis. Les parties, en tout cas, bref, vous comprenez, les parties extérieures, appelez ça comme vous voulez, parties piscine, whatever. C'est peut-être pas une idée de génie de commencer ta perte de gras au fucking mois de mai, man. Peut-être que ça serait plus favorable de faire ça quand t'as pas tous ces obstacles-là puis toutes ces affaires-là, puis là, de tomber en maintien, ce qui se fait merveilleusement bien pendant les saisons qui sont moins idéales. C'est tellement facile de maintenir des acquis. C'est tellement difficile et bordélique de développer des acquis. Puis je pense que c'est un peu ça, c'est juste une question, c'est la même perte de gras, c'est juste où est-ce qu'elle est placée dans le temps, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose où est-ce que là, on met des conditions qui sont beaucoup plus pauristes. Puis avec la course à pied, ben, j'ai l'impression que lorsqu'on fait une perte de gras en même temps qu'on monte le volume de course ou est-ce qu'on augmente la course, mais généralement, il y a définitivement la partie que généralement le monde a tendance à avoir moins faim, avoir plus faim, pardon. Puis en soi, c'est pas une condition d'échec, puis c'est pas ça qui va te faire échouer. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que les conditions deviennent un petit peu défavorables. Puis l'autre affaire, c'est quand on tombe en augmentation progressive du volume d'entraînement ou qu'on veut faire plus long, plus vite ou plus de courses carrément dans une semaine, augmenter le millage hebdomadaire, mais tu sais, il se passe de quoi où est-ce que la limite va être la récup. La limite va être toujours la récup. Puis même si tu prends la progression la plus matante qui existe, la limite va être la récup parce que ça se peut qu'à un moment donné, tu dors mal, ça se peut qu'à un moment donné, tu sois plus stressé, ça se peut que tu aies une mauvaise nouvelle à la job, ça se peut qu'il se passe quoi que ce soit. Puis la limite est toujours la récupération. Puis lorsque la limite est la récupération dans une phase d'entraînement, c'est sûr que si tu réduis tes calories, ben, ta récupération est atteinte parce que par définition, une perte de gras, il y a moins d'énergie. Là, le micro, il n'arrête pas de shaker. Que je fasse demain. Puis dans le fond, par définition, là, si tu es en déficit calorique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as moins d'énergie qui rentre dans ton corps, donc ta récupération est compromise un peu. Puis l'effet réel mathématique diffère beaucoup selon les individus, dans le sens qu'il y a du monde qui ne sont pas tant affectés par ça, puis il y en a qui sont relativement beaucoup. Mais c'est improbable d'assumer qu'il n'y a pas un effet négatif quelconque. Fait que tu te ramasses à essayer de faire deux choses en même temps, mais il n'y en a aucune des deux qui est vraiment bien faite. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé. Ah, tu peux monter ton millage de course, ou que tu fasses du cardio, que tu fasses des pas, c'est la même dépense énergétique. Fait que, en théorie, même si tu peux jumeler une perte de gras avec une augmentation du volume de course, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de succès. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'impact. Là, genre, il y a du monde qui ont réussi quand même à perdre du poids, mais l'effet n'est pas aussi grand. Puis on se ramasse à compétitionner beaucoup en termes de récup, puis en termes de faim, puis en termes de tout. Puis l'autre affaire, c'est probablement beaucoup plus d'un point de vue logistique. On est dans une situation où est-ce que quand tu as plus, si par définition, tu as plus qu'une priorité, c'est pas une priorité par défaut. T'sais. Peut-être ta priorité 1, c'est ta priorité, c'est clair, c'est identifié. Peut-être 2, mais à partir de 3, ton attention est juste divisée d'un point de vue comportemental. Puis je pense que à moins que tu sois une influenceuse qui est payée à faire ses meals, puis qui est payée à prendre ses photos, puis qui est littéralement, entre guillemets, payée à s'entraîner ou à avoir ce mode de vie-là, tu as d'autres contraintes, tu as d'autres affaires qui vont devoir embarquer sur ta vie, qui vont faire que tu vas devoir te déplacer, peut-être skipper, reporter des workouts, ou reporter de la meal prep, ou reporter des affaires. Puis dans une optique comme ça, ben, ça devient important de savoir c'est quoi le 1, puis c'est quoi le par défaut ou le plan B. T'sais, si tu sais que
la priorité actuelle, c'est l'augmentation du millage de course, l'augmentation du volume de course. Ben là, si tu arrives de quoi, tu sais que, bon, ben, peu importe ce qui se passe, il faut que je tente ma log en premier, puis c'est pas si grave si je tasse ma muscu ou si j'ai pas de meal prep tant en sharp cette semaine, puis je me débrouille un peu. Mais quand tu ramasses à aller, parce que les KPI vont clairement changer. Tu sais, dans une situation où est-ce que tu veux monter ton millage de course ou bien récupérer, ben, tu veux que tes apports énergétiques soient suffisants, tu veux que tes longues ou ton volume, peu importe c'est quoi ton mécanisme de progression d'augmentation, tu veux que ça soit très cher, puis si tu rajoutes une perte de gras à ça, ben, tes steps vont être super importants, ta bouffe va être super importante, le sommeil, ça va être super important. Puis là, tu te ramasses à être écrasé si jamais il se passe quoi que ce soit parce que tu n'es pas capable de faire une liste claire de priorités d'intervention. Fait que, ça, je pense, c'est vraiment, vraiment important. Puis, fait que j'ai déjà dit ça dans le passé, je pense plus que c'est en vrai. Je pense que pour vrai, si vous avez une planif de course, un affaire de faire, faites une chose à la fois. Fait que, augmentez votre volume de course, travaillez sur votre condition physique, puis faites une perte de gras en parallèle parce que définitivement, d'un point de vue hypertrophie ou développement musculaire ou même développement de la force, on se ramasse à peu près tout mettre sur hold quand on fait une perte de gras. Puis moi, j'avais pensé que ça allait être différent lorsqu'on allait jumeler à ça, mettons, lorsqu'on allait jumeler à ça une perte de gras via la course, mais on se ramasse à tout mettre sur hold dans un gym, que ce soit développement de la force, développement de l'hypertrophie ou quoi que ce soit, pour justement prioriser la perte de gras. Puis il se passe un peu le même affaire de mon expérience ou du moins de mon guess au niveau de la course, au niveau de quoi que ce soit d'autre. Fait que ça, c'est un truc vraiment intéressant que je suis pas mal sûr que j'ai déjà dit sur ce podcast-là, qui s'est avéré carrément faux, je pense. La deuxième affaire, je pense, qui est quand même vraiment, vraiment intéressante, que je ne sais pas à quel point c'est un point, mais c'est un truc que je réfléchissais quand même avant de faire le podcast. Je pense que c'est de la valeur, sincèrement, parce que j'ai eu beaucoup de coachs dans ma vie. Puis j'ai eu des coachs sur de nombreux sujets. J'ai eu beaucoup de coachs en nutrition, j'ai eu beaucoup de coachs en entraînement, j'ai eu beaucoup de coachs dans différents sports de force, dans d'autres affaires. Puis la course à pied, c'est quand même pas si technique que ça. En étant technique, c'est quand même intéressant. Je sais que ça fait aucun sens ce que je dis, mais il y a quand même un aspect technique au sport qui est beaucoup logistique dans la structuration du volume d'entraînement, dans le sens que la plupart des coureurs vont se blesser. La plupart des coureurs vont complètement se blesser quand ils vont complètement, pas complètement, mais ils vont se blesser. Fait il y a un gros obstacle au niveau de comment on structure le volume d'entraînement. Puis ça a été vraiment, vraiment long avant que moi, j'aille chercher un coach spécifique de course à pied. Ça a pris ça fait 4-5 ans peut-être que j'allais chercher mon premier coach de course. Puis même, j'avais un coach de gym, j'avais un coach de quoi que ce soit, j'avais des coachs de gym qui me planifiaient des courses, ce qui est très intéressant et pas une bonne idée, sincèrement. Mais j'avais ça. Puis ce qui s'est passé, c'est que ça a été vraiment, vraiment long avant que j'aille chercher un coach de course. Ça, c'est peut-être pas un point, mais c'est une petite réflexion vraiment à avoir sur la technicalité de la course à pied. Ça a vraiment été un game changer pour moi. Puis ça m'a beaucoup sensibilisé avec tout ce qui est utilisation des vitesses, utilisation de pace, qui n'étaient pas des trucs que j'utilisais tant que ça avant. Je travaillais beaucoup avec des qualités physiologiques que j'ai vues en entraînement ou quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université ou ça fait de même, où est-ce que j'utilisais beaucoup des types ou des qualités physiologiques dans le sens que je développais du VO2, je développais du seuil. Puis ça m'a amené une grosse facilité qui a fait que je suis devenu vraiment, vraiment un meilleur coach avec tout l'aspect plus technique sportif de les vitesses de 3000 mètres, les vitesses de 5000 mètres, comment structurer les entraînements de manière beaucoup plus simple pour le client ou la personne. Puis pour moi aussi, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fun de connaître tes différents paces. Ça fait que tu deviens meilleur à la logistique ou au sport même de ça. Ça m'a appris à structurer mes affaires vraiment de manière... Ce qui est probablement moins d'importance pour le monde qui écoute, mais pour moi, ça a vraiment été le fun de voir aussi différents types de périodisation par rapport à ce que j'avais vu, qu'est-ce qu'on fait en sciences versus qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Sans vouloir être plate, ce qui se fait sur le terrain est vraiment, vraiment supérieur à ce qu'on fait, ce qu'on fait dans des labos, des affaires de même généralement, parce que la plupart des scientifiques ne sont pas des scientifiques qui sont spécialisés en endurance ou en course à pied. La plupart des scientifiques sont des gars qui vont chercher des subventions et qui utilisent la course. Dans le fond, le sport est très, très peu financé, une quelconque manière en recherche. Fait que souvent, pour avoir des financements, il faut qu'on passe par des conditions médicales. Fait que si on va aller chercher, mettons, une subvention en santé, puis après ça, on va l'appliquer de utilisation de la course à pied pour traiter l'arthrose, mettons, des affaires dans le même fait. C'est une étude sur la course à pied, mais avec du monde qui ont des problèmes d'arthrose parce qu'on va être capable d'avoir le financement avec l'arthrose, tu sais. Puis c'est le même concept que le point 1, c'est genre l'attention est divisée, man. L'attention est clairement divisée de si tu as un gars qui fait que des planifs de course depuis 25 ans, il va devenir pas pire à faire des planifs de course à maner. La quantité de volume qu'il y a eu va vraiment minimiser l'aspect chance au maximum. Puis c'est ça qui va se passer aussi, tandis que quand on est chercheur, bien, souvent, il va y avoir d'autres intérêts ou d'autres affaires qui vont être, j'argumenterais, un peu forcées par la business ou l'industrie, parce qu'il y a définitivement une industrie de la recherche, il y a définitivement des enjeux de publication, il y a des enjeux de financement, il y a beaucoup d'affaires dans le même. Mais c'est pas en lien avec ce podcast-là. Fait si vous n'avez pas. Les coureurs ont tendance à. Je pense que ça a l'air d'être plus facile dans le sens que la limite réelle, c'est une paire de souliers, ce qui est merveilleux, ce qui est vraiment, vraiment cool. Mais je pense que ça donne aussi que beaucoup de coureurs ne se font pas coacher. Puis moi, personnellement, ça a été vraiment, vraiment un très beau game changer pour moi. Fait que ça, c'est un autre point sur le coaching en course à pied, puis aussi potentiellement l'utilisation de différentes vitesses, plus sur route, évidemment, qu'en trail, pour rendre ça plus facile, plus simple. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai changé beaucoup dans les 4-5 dernières années, qui a eu beaucoup, beaucoup de valeur. L'autre, OK. Ouais, je vais y aller avec ça parce que lui c'est définitivement quelque chose que j'ai eu tard. Je suis pas mal sûr que j'ai dit ça dans un podcast à un moment donné que
Puis c'est touché parce que je ne sais pas où ma position par rapport à ça, par rapport à vraiment de la musculation clean pour de la course à pied, pour des coureurs. Puis c'est très différent. On va parler de musculation pour coureurs, OK? Parce que tu as beaucoup de coureurs qui veulent consciemment ou inconsciemment avoir une shape. Puis ça, c'est deux choses 100% différentes. OK? Si tu veux une approche qui est plus hybride, où est-ce que tu utilises le sport de la course à pied plus comme plaisir, mais que ton objectif avec ça, c'est de la perte de gras ou de la mise en forme, c'est pas. Ben, il faudrait te définir mise en forme, mais tu sais, avoir un meilleur physique ou être plus fort, appelons ça comme ça plupart du temps, même avoir un meilleur physique, ça va être plus fort. Souvent, ça se résume par avoir un meilleur physique, mais c'est une autre conversation. Il y a du monde qui veut vraiment être plus fort. Mais tu sais, puis c'est intéressant parce que c'est pas deux objectifs qui sont. Faut que j'arrête avec les fucking parenthèses, mais faut que j'arrête avec les parenthèses. Puis c'est pas deux objectifs qui sont différents. Dans le sens que prendre la masse musculaire, prendre la force, c'est souvent très, très lié. Pas beaucoup de monde qui sont pas limités par leur force musculaire, mais food for thought. Puis ça, c'est une autre affaire. Mais dans un contexte vraiment de développement musculaire et d'hypertrophie, fait qu'on y va vraiment, vraiment avec des coureurs plus purs où est-ce que la performance en course à pied est plus importante que la shape. Puis j'argumenterai que ce que je vais dire ne s'applique pas pantoute. Si vous êtes 50-50, ou si vous êtes en termes de shape et de perfo en course, ou si vous êtes vraiment genre plus shape, puis vous utilisez la course comme une manière de vous mettre en forme ou une manière de perdre du gras, mais là, ça devient un autre game 100% différent. Un peu comme je l'ai dit en intro avec les KPI ou les marqueurs clés de performance vont changer. T'sais. Mais musculation pour le coureur, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le sens que c'est vraiment important. Puis je me rappelle, ça m'avait j'ai juste l'utilisation du mot trouer le cul. Ça m'avait troué le cul, mettons, c'est très sec, mettons, du même. Fait que je suis désolé si ça offense. Mais c'est pas si pire, man. J'ai déjà dit des affaires bien pires sur le podcast, mais c'est un peu raide. Puis ça m'avait vraiment, vraiment frappé. L'utilisation stratégique du mot frappé. Fait que ça m'avait vraiment frappé quand j'étais préparateur physique aux estacades parce que ça a été ma première vraie job de kin où est-ce que j'ai pris une job où est-ce que j'étais vraiment pas qualifié pour faire. Ce qui j'ai appris énormément beaucoup parce que je me suis ramassé à jeune kid qui sort de l'université à travailler essentiellement avec les meilleurs coachs de Trois-Rivières. D'une traite, man. Le gars, puis tu sors de l'université, t'es convaincu que tu le sais, man. Tu penses que t'es bon, t'as de l'ego. Moi, j'avais fait de la recherche, mon ego était jacké au fond, puis je me ramasse à être vraiment exposé de manière majestueuse à quel point j'étais à chier. Mais ça, c'est une autre conversation. Ça pourrait pas, le gap n'aurait pas pu être plus gros. Là. Je peux aller travailler dans un World Gym ou un enfant de même. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas de gros coach en World Gym, c'est pas ça que je dis, mais là, je dis ça, c'est qu'il y a le mondial de coach. Fait qu'il y avait quand même une grosse marge, là, tu sais. Puis on faisait la préparation physique de hockey, de football, puis tout. Moi, c'était un congé, dans le fond, c'était un remplacement d'un congé de paternité que j'avais pogné d'un de ces gars-là. Puis je me rappelle, on faisait des preps, man, les preps, puis ça m'avait vraiment frappé, puis ça a changé mon approche pour vraiment tout ce qui suit en termes de périodisation puis en termes de tout. Ce qui, je pense, est un peu je suis vraiment parti, c'était parenthèse, sorry. Je pense sincèrement que pour le développement de le développement musculaire, la périodisation, c'est un peu overrated, un petit peu. Mais ça, c'est une autre conversation, ça n'a pas rapport. Mais ça pour dire, ça a vraiment, vraiment changé toute ma manière de faire, ma manière d'opérer, avec trop en introduisant le concept de périodisation, qui est un beau concept que j'avais vu dans un cours théorique, mais j'avais jamais appliqué. Puis les gars, ils périodisaient au fond, eux autres, parce qu'il y avait des compétitions, c'était du haut calibre d'athlètes, c'est des affaires, fait qu'ils niaisaient pas avec ça pendant tout. Puis je me rappelle, on avait fait des planifs incroyables pour des gars de football, des gars de hockey, des skills techniques, des grosses affaires. C'était vraiment contrôlé, des belles progressions hebdomadaires, toutes des affaires dans même. Puis on arrive avec les coureurs, même, puis c'est tout si les gars, il n'y avait pas de plan parce qu'il y avait une team de cross. Il y a sûrement encore une team de cross-country à 3 heures, mais il y avait une team de cross-country, puis eux autres, leur musculation, c'était boba, c'était n'importe quoi. C'était quasiment écrit sur une feuille bloc-notes, genre, c'était vraiment, vraiment. Je ne veux pas dire tout croche, là, parce qu'il y a un gars quelque part qui a fait ça, là, mais c'était vraiment pas le calibre qu'on donnait même aux filles de volleyball, qui avaient des plans vraiment, vraiment plus tight, puis qu'ils s'en sacraient peut-être autant que les coureurs, voire plus, là, en termes de musculation. Puis je pense qu'il y a un aspect culturel. Il y a certains sports qui valorisent beaucoup plus la musculation, comme le hockey et le foot, entre autres. Mais tu sais, le gap entre ce qu'on faisait pour ces sports-là pour la course versus ces autres sports était incroyable. Puis je pense qu'il y a vraiment une partie culturelle, puis ça m'avait choqué. Puis j'étais comme, voyons, mon dit merde, on peut tellement faire mieux, puis ça ne va pas être compliqué. Puis ils n'ont pas besoin de faire des exercices fancy ou de faire du beach body. C'est genre, on va faire des plannings vraiment compliqués, puis vraiment malades à tout le monde, mais les coureurs, vous autres, organisez-vous vos calices de problèmes, puis faites du beach body, genre. Puis là, t'es comme, merde, il va falloir jouer au beach body. Ou je ne l'auterai pas, je m'en fous. C'est pas pour bitcher beach body de quelconque manière, fait que je retire ce que je dis. Il n'y a pas de pointe à beach body là-dedans de quelconque manière, mais utilisation d'un programme générique qui n'est peut-être pas aussi développé niveau qualité physiologique. Disons-les comme ça. Puis le gap était vraiment, vraiment monstrueux en termes de tout ce qui se fait. Puis ça m'avait vraiment choqué. Puis moi, je suis parti avec ça. Puis j'étais comme, merde, il faut qu'on fasse de quoi de plus sharp pour les coureurs. Il y a une manière de faire mieux. On va faire mieux. Puis j'étais parti avec ça. Puis je pense que je me suis poussé beaucoup dans l'extrême où est-ce que j'étais comme beaucoup trop en musculation pour des coureurs. Puis ça a été une grosse erreur que j'ai faite dans ma carrière, savoir que j'ai poussé trop la muscu par rapport à la performance de course. Puis tu veux être vraiment, vraiment clair là-dedans de si tu veux devenir un meilleur coureur puis tu valorises la performance. Encore une fois, pas la shape, parce que même si tu te mets à courir puis tu veux des abdos puis des pecs, ça se peut que tu sois déçu, mon homme, parce qu'il y a une raison pour laquelle la plupart des gros coureurs pèsent 130 livres. Okay, il y a une raison de ça. Puis il y a bien du monde qui vont atteindre leurs objectifs de course puis qui vont être fucking déçus par le résultat final, parce que même s'ils atteignent le chrono,
consciemment ou inconsciemment, ils n'ont jamais été capables de s'avouer que dans le fond, ils s'en sacraient bien raide du temps qu'ils faisaient puis ils valorisaient un objectif de shape. Puis là, c'est pas obligé d'être un extrême ou l'autre. Tu sais, tu peux être quelque part entre les deux, mais c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que si c'est toi, ça, je parle pas à toi. C'est pas ça qu'on dit. C'est différent pour la shape puis toute la force. Puis je pense que pour des coureurs plus compétitifs, j'ai trop poussé la musculation justement, puis ça fait qu'ils ont passé moins de temps à s'entraîner parce que même quand tu as du monde professionnel, puis j'en ai, du monde qui sont cadets professionnels en ce moment sur le suivi en ligne, le temps est tout le temps limité. Ils peuvent pas passer fucking 15 heures à s'entraîner. Il n'y a pas de scénario idéal. Ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont du monde, ils ont des amis, ils ont des trucs à faire. Tu sais. Fait, tu peux pas juste loader une quantité déraisonnable de stress d'entraînement. Puis souvent, ça m'est arrivé de pousser les mauvaises choses, de pousser la musculation, pas parce que je pense que c'est idéal, mais ben, parce que dans ce temps-là, je pensais que c'était idéal, mais aussi parce que c'était une préférence puis c'était un biais cognitif que j'avais. Fait que si tu veux vraiment augmenter ta performance de course, cours. Cours le plus que tu peux. Ça ne veut pas dire de courir exclusivement, dans le sens que la plupart des coureurs sont tout à fait fendus, comme je l'ai dit, puis sont tout le temps blessés. Puis c'est ça l'intérêt de la course à pied pour la musculation. Oui, c'est ça l'intérêt de la musculation pour la course à pied, dans le sens que l'effet principal, c'est l'augmentation de la performance de course, à savoir que c'est ça. Puis c'est ce qu'on voit dans la littérature, c'est très, très clair. De, si tu t'entraînes en résistance, en force, le protocole est un peu boboche, mais on n'est pas là pour ça. Il n'est pas boboche. C'est un des nombreux protocoles qui sont faits par des gars dans un labo qui n'ont jamais touché à des dumbbells de levier, essentiellement. Là, puis là, tu te ramasses à avoir un beau protocole qui fait bien du sens dans un labo, mais quand tu l'amènes dans un contexte de gym, ça fait aucun sens de faire multiples 10 RM. RM, par définition, les boys, là, un RM, c'est une répétition maximale. Par définition, OK? C'est ça un RM. Genre, j'ai eu des athlètes canadiens en sport de force, puis je me souviens pas avoir déjà fait de 10 RM à personne. Du monde que c'est ça leur sport. Mais les coureurs, qui squattent, la plupart d'entre eux, comme de la charogne. Ton plan d'entraînement, c'est de leur faire des 10 RM. 10 répétitions maximales sur de multiples exercices. Qu'est-ce qui pourrait mal aller? Mais bref, ça, c'est une autre conversation. Fait que les protocoles conventionnels de course à pied, pour vrai, sont discutables, mais l'utilisation de l'entraînement en résistance, c'est vraiment, vraiment très validé dans le littérature scientifique, particulièrement lorsqu'on s'en sert pour augmenter la force, particulièrement sur le lower body. Évidemment, tout ce qui est mollet, tout ce qui est quad, tout ce qui est ischio, tout ce qui est fessier, c'est toutes des choses qui ont des transferts directs. Chose qui est quand même intéressante, on voit souvent du source, moi j'appelle ça de la source spécificité dans différents sports, où est-ce qu'on va beaucoup faire de renforcement unilatéral parce que la course est un renfort unilatéral. La plupart des protocoles qui vont faire de la muscu, indépendamment du type d'exercice de jambes qui est utilisé, que ce soit du squat, du dead ou des fentes, on pourrait penser que les fentes sont un petit peu meilleures parce que c'est unilatéral. C'est pas très clair, ça, dans la littérature, ce qui est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est probablement quelque chose qu'on fait beaucoup avec les coureurs, c'est d'être sur-spécifique, d'être trop spécifique au sport. Mais que tu fasses du dead, que tu fasses du squat, tant que tu fasses de l'entraînement en résistance avec un optique de devenir plus fort, puis tu sais, tu ne pourras pas faire que l'un. Tu ne pourras pas faire juste du dead non-stop toute ta vie. Il va falloir que tu varies tes lifts un peu, je pense. Fait que tu vas te ramasser un peu à le faire anyway. Mais l'intérêt de faire du unilatéral ne se transfère pas par un gain. De faire que du unilatéral ou que du spécifique, que des step-up, que des lunges, que des affaires de même, ça n'aura probablement pas aussi d'impact que du jumelé, du bilatéral, des affaires de même. Puis là, ça devient plus dans l'affaire. Mais ça, c'est plus un détail. Disons-les comme ça. Les choses ne sont pas si claires que ça. Fait que ça, c'est une erreur que j'ai faite dans le sens que j'ai trop poussé la musculation des coureurs trop longtemps, ou est-ce que j'ai nuit littéralement au sport et à performance. Ben, j'ai pas de nuit à performance, mais le monde n'a pas eu autant de résultats qu'il aurait pu en avoir, sincèrement. Puis ça, je pense que c'est quand même un enjeu un peu là-dessus. Fait que ça, c'est mon deuxième point. Ça, c'est définitivement une erreur que j'ai faite dans le sens que si tu veux devenir meilleur à jouer au hockey, lâche ton bâton de golf, même, passe plus de temps sur le hockey. Sauf si tu es jeune. Sauf si tu es jeune. C'est vraiment, vraiment important de ne pas sur-spécialiser nos jeunes à différents sports. Puis on voit ça beaucoup avec surtout le hockey, entre autres, parce que les jeunes commencent à jouer fucking trop intense pour rien au hockey, quand ils ne devraient même pas compétitionner ou avoir des entraîneurs. Ben, ils devraient avoir des entraîneurs pour l'aspect logistique et tout. Là. Mais ils devraient jouer au hockey. Là. Pas mal plus qu'ils devraient compétitionner en hockey à genre 7 ans. Ça, c'est quand même important. Mais ça, c'est une autre conversation. Fait que ça, c'est une erreur que moi, j'ai fait beaucoup en termes d'entraînement pour les coureurs. La quatrième affaire, que je vous dirais, non, la troisième affaire, mais je vais commencer par mon point 4. Une haute dépense énergétique qui vient souvent avec des preps de marathon ou des preps d'ultra, c'est encore pire. T'sais. Lorsque tu commences à toucher dans des longues distances, des longues épreuves, ta dépense énergétique devient un réel enjeu. J'ai de nombreux problèmes avec ça chaque année avec différentes personnes, surtout des filles, où est-ce que le poids il baisse trop. Puis là, les filles se ramassent à avoir des pas très, surtout dans des trucs d'ultra, puis là, tu te ramasses à ben, ils n'en ont pas, là, mais on flirte une ligne avec perdre des règles, problèmes de santé, toutes ces affaires-là. Fait que tu ne veux pas que les filles perdent une shit tonne de peau. Tu veux minimiser cet effet-là au maximum. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, si jamais ça vous arrive, consultez les nutritionnistes. Niaisez pas avec ça. Il y en a beaucoup qui sont très spécialisés là-dedans, qui font un super job. Mais il y a une ligne rouge à aller chercher. Puis, on voit ça quand même souvent en ultra-endurance, définitivement, où est-ce que le poids baisse trop à cause de la dépense énergétique n'a juste pas de saint bon sens. Puis, tu sais, moi, le plus lean que j'ai été de ma vie, c'est dans le temps que je faisais des ultras. J'étais petit à shit.
J'étais vraiment absolument minuscule. Je pesais genre 160 livres, je crois. Puis encore là, je pense que j'étais plus gros que la plupart des coureurs. C'est quand même intéressant comme concept. Mais tu sais, je pesais 160 livres, j'étais tout petit, j'avais des abdos. Je n'ai jamais, puis j'étais ces abs, là. Tu sais, je pensais que j'étais musclé puis tout, mais j'étais juste minuscule, man, à 160 livres dans ce temps-là. Puis j'ai jamais eu, malgré une dépense énergétique de mongol, genre plusieurs dizaines de kilomètres par semaine, plusieurs heures de trail par semaine. J'ai mis avec de la musculation parce que je faisais de la musculation, parce que j'aimais ça dans ce temps-là beaucoup. En fait, non, c'est du crossfit que je faisais dans ce temps-là. Mais malgré ça, je n'ai jamais eu les abdos du bas. Ce qui est horrible. J'ai eu un décent four-pack quand même, mais j'ai jamais vu mes abdos dans le bas. Ce qui est vraiment, vraiment tannant comme truc. Puis une des raisons de ça, sincèrement, je pense, puis ça a été vraiment, vraiment long avant que je me rende compte, c'est que je courais pour manger beaucoup dans le sens que tu brûles tellement de calories que tu n'auras pas le choix éventuellement de commencer à rentrer de la scrap et tu ne pourras pas être très, très, très clean dans tout ce que tu fais parce que tes apports énergétiques vont être juste trop bas. Fait que tu n'auras pas le choix de rentrer des affaires qui vont être plus transformées parce que l'autre alternative n'est pas super intéressante, sincèrement. Puis tu te ramasses à leaner sans vouloir leaner, ce qui est un peu tannant parce que tu es limité par la quantité de bouffe que tu rentres souvent en entraînement, des affaires comme ça. Puis ça a fait que ça a beaucoup. Mais moi, je l'ai poussé trop loin. Moi, j'ai vraiment poussé trop loin où est-ce que j'étais comme à l'extrême de je mangeais tout le temps de la merde non-stop, puis j'étais capable de le prendre. Mais c'est pas parce que tu peux faire de quoi que c'est une bonne idée de le faire. T'sais. Dans le sens que j'étais le plus libre que j'ai fait de ma vie. Puis je mangeais comme un idiot. Là. Je mangeais comme un enfant. C'était du fast-food tout le temps. Puis ça fait de même tous les jours, là, littéralement. Tu sais. Puis ça a vraiment été un enjeu parce que ça a limité une espèce de mindset vraiment problématique via la bouffe, où est-ce que, même si dans ce temps-là, je ne me rendais pas compte que je courais pour manger, en guillemets, ce qui est un mindset qui est très. Puis je ne sais pas à quel point c'est ça l'idée, mais c'est plus d'illustrer un concept qui est très, très amené avec la course et le sport en général. Moi, je m'entraîne pour manger une poutine, t'es comme. T'entraîner pour manger une poutine, c'est un mindset horriblement problématique, dans le sens qu'il y a beaucoup plus de côtés positifs à t'entraîner, puis d'autres affaires que juste les calories que tu manges. Puis si tu penses qu'il faut que tu te récompenses avec de la bouffe, tu es en train de développer un pattern qui va vraiment pas bien finir, mon homme. Puis je pense que j'étais un peu dans ça au début. Puis c'est des habitudes qui ont été développées de je pouvais le faire, fait que je le faisais, puis je gainais, puis tout était bon. Mais avoir eu une qualité alimentaire plus sharp, avoir eu plus de légumes, avoir pris le temps de faire des meals, puis vraiment essayer d'avoir balancé ça, ou juste, tu sais, c'était vraiment mon ego là, dans ce temps-là qui me limitait. J'étais à la maîtrise, j'étais en recherche, j'étais convaincu que moi je le savais, puis tout. Puis, tu sais, je ne suis pas allé chercher de coach parce que j'étais convaincu que je le savais, justement. Puis peut-être que j'aurais même pas été prêt à me faire dire que je n'étais pas coachable. Là. Probablement que j'aurais même pas été capable de me faire coacher puis de me faire vraiment setter ça comme du monde, tu sais. Puis, c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'ai jamais eu mes fucking abdos du bas d'ailleurs. Hein. C'est probablement une bonne raison pour laquelle je les ai jamais eu. Mais ça a quand même été un enjeu quand même pas si pire. Puis tu sais, euh, ce mindset-là de courir pour manger est vraiment, vraiment problématique. Tu n'as pas le choix de le faire à un certain niveau, dans le sens qu'il va falloir que tu transformes pour rentrer les calories que tu as besoin de rentrer, mais ne pas négliger les bases alimentaires, puis de ne pas développer ce pattern-là. Je pense que c'est ça, parce que ça a été des habitudes qui ont été très longues, qui a été faire, puis ça a vraiment, vraiment été long avant que Griffman, ça fait 2 ans que tu manges une seule du fast-food, des affaires de même, tu sais, de retourner à de la meal prep, c'est faire dans mon petite merde après. Là. Fait que tu sais, tu développes des habitudes, tu développes des patterns qui peuvent être très longs et très problématiques. Suite à ça, j'ai pris plus de poids que j'en ai pris. Après mes ultras, je suis remonté vraiment, vraiment pire shape de ma vie. OK, j'ai aussi perdu ma job, ma business, puis tout ce qui me tenait à cœur. Puis ma blonde, dans ce temps-là, j'ai mon ex, dans le fond. OK, il y a eu ça qui s'est passé, tu sais. J'étais littéralement dans la rue après ça. Mais, tu sais, mais j'ai eu la pire chef de ma vie. Puis, tu sais, je suis tombé vraiment, vraiment très, très. Ben, pas ma vie, là. J'ai passé la plupart de mon enfance en obésité morbide, là. Mais, tu sais, de mon âge adulte, disons-les comme ça, suite à ça. Puis il y a une grosse partie de ça qui est l'aspect émotionnel, relationnel que j'avais développé avec la bouffe, que je vous conseille vraiment, vraiment pas de faire. Fait que ça, c'est une grosse affaire qui a vraiment, vraiment eu à ce niveau-là. Fait que ce mindset-là, j'invite vraiment, vraiment à avoir ça. Tu devrais tout le temps prioriser ta qualité alimentaire. Tu es un humain merveilleux, tu es awesome, tu es la meilleure personne sur Terre. Traite-toi comme la meilleure personne sur Terre, mange tes légumes, fais tes petits meals, fais tes petits repas, apprends à te servir d'un barbecue ou d'un air fryer ou de quoi que ce soit qui va faire que tu vas avoir du fun à faire ta bouffe. Puis traite-toi comme le roi que t'es, mais donc la reine que t'es. Ça, c'est vraiment important. Puis spoiler alert, t'es pas en train de faire ça si tu te nourris au fast-food ou à AW à chaque jour. T'es pas en train de faire ça. Puis il y avait un charme à ça, à AW. Parce que, hey man, AW, c'est délicieux. Je sais pas comment le monde font. Si tu as l'option, man, de prendre un McDonald's pour un fast-food puis un AW, puis tu prends le McDonald's, t'es un psychopathe absolu. Sincèrement. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Mais ça, c'est une autre conversation. Le dernier point que je vais essayer de garder pour closer ça, parce que ça fait un bout que je n'ai pas fait de podcast, moi, essayer de bâtir du momentum. Moi, essayer de bâtir de la vitesse, ce que je ne ferai pas avec un podcast de 50 minutes. Okay? Mais tu sais, la dernière affaire, je pense qui est vraiment, vraiment important, c'est chose qui a changé beaucoup dans. Ça, c'est plus du coaching. C'est plus du coaching, mais je pense qu'il y a définitivement une application pour la personne qui écoute comme l'athlète ou la personne qui se fait coacher, en guillemets.
J'en ai parlé un peu dans mon 2 ou 3e point. La limite, c'est toujours la récup. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que quelque chose que je suis devenu vraiment meilleur à faire au début, puis que j'avais de la misère à faire parce que socialement, ou pas socialement, mais surprenamment, je suis quelqu'un d'assez. Je valorise pas beaucoup la confrontation, j'aime pas ça chercher le trouble, puis genre, je suis pas en train de m'ostiner avec le monde, puis j'ose penser que mon style de coaching est quelqu'un qui est très maman, très coopératif, très ce qui est un problème. Ce qui est un problème dans beaucoup de situations où est-ce qu'il faudrait que je mette la ligne plus claire dans l'intérêt du client, tu sais, puis mon réflexe, c'est pas tant d'être sec ou d'être plus tight avec ça, c'est vraiment contourner puis d'essayer de faire réaliser à la personne que c'est pas une bonne idée, mais des fois, il faut que tu le dises, c'est comme, c'est vraiment une mauvaise idée ou quoi que ce soit, tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai encore de la misère à faire. Puis je travaille là-dessus. Je pense que ça vient avec d'être capable d'adopter différents types de communication, d'être capable de gauger la personne devant toi, toutes des affaires de même. Fait que c'est vraiment mon objectif professionnel de l'année, en fait, c'est de devenir meilleur là-dessus, puis de mieux intervenir. Puis j'avais tendance à être moins bon pour mettre les limites, puis à beaucoup laisser le client expérimenter. Puis je pense qu'il faut laisser le client expérimenter puis le croire. Dans le sens que la personne doit. T'as beau y dire 20 fois, tant qu'elle n'a pas vécu, elle s'en contrebranche. Fait que tu sais, il y a une ligne un peu à franchir avec ça. Mais je pense que je n'étais pas très bon pour mettre des limites puis vraiment être tête sur la progression parce que je n'avais pas la confiance en moi que j'ai versus les coureurs que j'ai en ce moment. Tu sais. Puis je laissais beaucoup de monde monter leur volume par eux-mêmes, monter leur truc. Puis j'étais comme, ah, c'est pas une bonne idée, mais tu sais, fais tes affaires, puis tiens mon courant, on va ajuster. Puis ça fait que le monde, no shit, se sont blessés. Puis que tout le temps te ramasser à réparer des pots cassés, à m'amener du t'écœures mal sale de faire ça, tu sais. Puis je suis devenu vraiment meilleur à mettre les limites puis à faire non, on ne monte pas plus que tant, on va prendre un deload là. Tu sais, là, les deloads, là, c'est un peu intense, là, tu peux déplacer tes deloads au besoin si ça fait du mieux dans ton horaire, là. Mais tu sais, de vraiment mieux têter le monde puis être genre, non, on monte de ça minimum, c'est pas cute, c'est pas hot si tu en fais plus. Parce que réalistement, ce que tu fais, c'est que tu essaies de justifier ton insécurité via la peur de ne pas atteindre ton objectif à temps, ce qui est encore un mindset problématique parce que tu ne fais pas assez confiance pour atteindre l'objectif, puis tu fais minimalement pas confiance au processus. Fait que tu es en train d'un peu de te saboter dans le training, puis tu dois te saboter dans d'autres sphères si tu fais ça. Mais le point étant, genre, être vraiment meilleur à mettre les lignes. Puis faire la progression, c'est ça, on ne monte pas plus que ça. Garde ça safe, garde ça relax. Puis de vraiment faire. Ben, ça vient avec des skills, dans le fond. C'est qu'à un moment donné, le monde, je pense, finisse par le sentir de. Ça fait 17 ans que je fais ça. Là. J'en ai vu passer des affaires. Puis je ne suis pas parfait. Puis j'ai pogné un crash mal sale au début de l'année parce que j'ai, comme j'en ai dit un peu en intro, j'ai eu du monde qui allait professionnel. Puis c'était ça venait des estacades de quand j'étais préparateur physique, qui était la première job que j'ai eue, où est-ce que les gars avaient des athlètes professionnels, puis je trouvais ça tellement malade, puis je trouvais ça tellement cool, puis je pense qu'inconsciemment, j'avais adopté cet objectif-là sans m'avouer que c'était ça comme étant un end goal de fin de carrière, puis j'étais comme, ah, puis plus que ça avance, puis je l'avais comme un peu relégué à genre, c'est un objectif de coaching mature, puis la plupart des coachs n'auront jamais d'athlète professionnel, fait que j'en aurais pas non plus, puis je travaillerai jamais avec des professionnels de quelque manière, puis j'ai pas eu l'impression d'avoir des athlètes professionnels, fait que je retire ce que j'ai dit, de travailler avec du monde professionnel parce que je les ai pas. Puis je pense que cette notion-là de mes athlètes est très problématique. Là. C'est les athlètes avec qui tu travailles, mais à un moment donné, tu commences à pas être seul devant un micro pendant 32 minutes. Fait que tu fais des petites erreurs de jeu de mots, je pense. Là. des choses que tu penses pas. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça sur un podcast, dire des choses que je pense pas, ou écouter un podcast après et faire voyons donc, maudite merde que j'ai dit ça. T'sais. Mais j'ai travaillé avec du monde professionnel. Cette année, j'en ai eu 3. Toutes d'une shot. J'en avais eu 0, puis je pensais à 3. Fait que t'es comme fuck, man. C'est un décoque d'une traite, genre. Puis ça a vraiment changé beaucoup d'affaires où est-ce que j'ai eu un gros crash où j'étais comme fuck, man. L'objectif ultime de carrière que je m'étais fixé a été atteint. Puis j'ai comme atteint une certaine montagne du coaching où j'ai monté la montagne de l'objectif que je m'étais mis. J'étais arrivé en haut, puis je n'ai pas été rassuré par la vue que j'ai vue. Puis j'ai fait wow, l'objectif est atteint, je suis donc heureux. J'ai été écrasé. Puis ça m'a brisé même de voir l'autre montagne en arrière, puis de voir toutes les. Ça a juste exposé toutes les faiblesses que j'avais dans ma game comme coach. Puis, tout. Puis ça a tellement été rafraîchissant. Ça a été horrible, sincèrement. Ça a été horrible, même, comme expérience. Mais ça a tellement été rafraîchissant de voir toutes les autres pistes de progression qu'il y a, entre autres, ce que j'ai dit tantôt dans la communication, parce que c'est absolument gênant et horrible que mes habiletés de communication soient au niveau où est-ce qu'ils sont en ce moment après 17 ans. Mes skills de périodisation avancés, surtout lorsqu'on tombe dans l'hybride. Puis honnêtement, je pense que ça c'est un peu justifié par l'environnement, dans le sens qu'il n'y a pas tant d'affaires là-dessus en littérature scientifique, là, mais les skills de périodisation hybride, je peux tellement devenir meilleur. Puis ça a vraiment, vraiment fait du bien de voir ça, puis de voir tout le progrès que j'ai à faire. Puis ça a été vraiment le fun parce que de me centrer sur mes problèmes, mes insuffisances, mes insécurités via mon coaching, ça m'a tellement fait que j'ai arrêté de regarder les autres, dans le sens que ça m'a vraiment détaché, pas parfaitement, tu n'es jamais détaché de ce que les autres font complètement, mais ça m'a beaucoup détaché de ce que les autres coachs font, puis de ce que le monde font, puis toutes les affaires, puis ça m'a vraiment permis de me recentrer par moi-même, puis j'ai jamais eu autant de croissance d'entreprise que depuis que j'ai fait ça. Depuis que j'ai arrêté juste de focusser sur ce que tout le monde fait, puis faire où est-ce que tu es à chier, Alex. Puis pas qu'est-ce qui pourrait être amélioré, là. Où est-ce que tu as un trou béant
dans ta game, man? Où est-ce que ça marche pas en tout? Puis comment tu fais pour améliorer ça? Que ce soit au niveau de la logistique de momentum, ce qui est, spoiler alert, il y en a fucking beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose de plus plate que de la fucking admin, man, des affaires de même. Il y a beaucoup de trous dans la structure de l'entreprise que je me fais chier à faire, qu'il faut que je fasse. Il y a beaucoup d'affaires que je peux améliorer, puis juste de me concentrer là-dessus, ça va être vraiment, vraiment beaucoup, sincèrement, je pense. Puis ça a vraiment été quelque chose qui a été développé via mes applis de coaching. Ça fait longtemps que je fais ça. D'avoir confiance en mes capacités, de faire plus dire non à personne parce que si tu laisses le monde progresser par eux-mêmes, ils vont vraiment, vraiment avoir tendance à beaucoup en faire trop, trop vite. Ce qui est la première cause de blessure en course à pied, c'est d'en faire trop, trop vite, que ce soit trop vite ou trop loin, ou juste trop total dans une semaine, dans un mois. Fait que ça, c'est quand même vraiment, vraiment important. Puis d'être capable de mettre plus clairement les limites, pas monter au-delà des progressions qu'on se fixe au début, puis de juste bien setter tes affaires, de faire, regarde, on a le temps, puis de ne pas laisser tes émotions influencer ça, parce que si tu laisses tes émotions, tu as peur d'échouer, influencer ton type d'entraînement, réalistiquement, tu vas échouer, parce qu'en entraînement, plus, c'est toujours pire que passer. Toujours, toujours, toujours. À moins que tu sois vraiment, vraiment très loin de l'atteinte de ton objectif, tu es probablement mieux d'arriver un petit peu moins près, entre guillemets. En fait, tu es définitivement mieux d'arriver un petit peu moins près. Idéalement, tu arrives près. Là. Idéalement, tu arrives près, mais la vie arrive. Ça se peut qu'il y ait des choses qui ne se passent pas. Ça se peut qu'il y ait la mort d'un proche. Ça se peut que tu perdes ta job. Ça se peut qu'il se passe quoi que ce soit. Tu sais. Mais tu es tout le temps mieux d'arriver légèrement moins près que d'être fucking overkill dans tes affaires, parce que si t'es fucking overkill, réalistement, les chances de te blesser sont quand même très hautes, parce que, à moins que tu aies mal fixé ton objectif, que tu aies pris un objectif qui est beaucoup trop facile, là, c'est une autre conversation, mais tu sais, ça pour dire food for thought à ce niveau-là, fait que devenir meilleur à mettre les limites avec les clients, puis juste de faire, regarde, ça, c'est pas une bonne idée, puis voici pourquoi, puis après ça, le monde fait ce qu'ils veulent. T'sais, le monde punch le truc, puis c'est pas à moi de micro-manager, ce que je pense c'est devenu quelque chose que je suis meilleur à faire, de moins micro-manager le monde, puis de moins m'inventer le monde sur les clients, tu sais. Mais après ça, le monde font ce qu'ils veulent. Mais au moins de mettre la ligne plus claire, puis de l'énoncer clairement, c'est quelque chose qui a beaucoup changé de la limite, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps l'apparition d'une blessure, puis ça arrive tellement souvent, c'est très, très fréquent dans les sports d'endurance. Fait que, tu sais, si tu es capable de juste pas arriver blessé, tu vas l'atteindre ton objectif réalistiquement. Mais cette épée de Démoclès-là est tout le temps là, puis il faut tout le temps se battre contre nos propres préférences d'en faire trop ou pas assez. Fait que ça ressemble à ça. Petit recap sur les 4-5 erreurs que j'ai faites. Définitivement là-dessus avant de closer ça. Multi-objectif, c'est pas une bonne idée. Ça sert à prioriser une chose à la fois puis y aller dans ce sens-là. À moins que vous voulez avoir de la médiocrité dans tout, entre guillemets. Puis je ne veux pas dire médiocrité de manière négative, même si ça sonne très négatif, mais à moins que vous voulez avoir des progrès minimal, voire inexistant sur plusieurs sphères, faites une chose à la fois pour vrai. Ne surestimez pas l'importance de la musculation pour les coureurs. C'est très important, c'est pas important, c'est pas aussi important que courir, mais c'est beaucoup important parce qu'encore là, ça, même si l'impact est physiologique, dans le sens qu'il y a un impact sur l'économie de course et ces affaires-là, juste la réduction des blessures puis de rendre les coureurs plus résilients, ce qui est l'intérêt avec des athlètes en général de faire de la musculation, c'est quelque chose de non négligeable pour des coureurs, sincèrement. De vraiment voir que c'est toujours une question de blessure. C'est un peu mon point final où est-ce qu'on veut tout le temps limiter ça, puis de vraiment se faire confiance, puis de faire des progressions qui font du sens, puis pas monter trop vite, puis pas s'auto-saboter avec des augmentations négatives, devenir meilleur à mettre mes limites pour moi. Une haute dépense énergétique, c'est pas une raison de manger comme un enfant. Vraiment, c'est pas parce que tu peux faire de quoi qu'il faut que tu le fasses à ce niveau-là. Puis la pertinence d'un coach, c'est les 5 erreurs que j'ai appris. Là, j'ai pas mis de date, là, mais ça fait, je pense, 5, 6, 7, 8, peut-être quelque chose comme ça, que je travaille avec des coureurs, fait que j'ai appris dans les dernières années que j'ai carrément changé ma manière de fonctionner. Fait que ça ressemble à ça. Si vous avez aimé le podcast, si vous avez aimé le podcast, vous savez que vous avez aimé le podcast, je vais vous mettre un petit en description pour aller joindre les fameux courriels, parce que je mets beaucoup d'amour, beaucoup de temps dans les courriels. Je vais lancer ça cette semaine avec l'intention d'en faire plus. Fait que ça, c'est là. Puis je vous laisse avec la fin de la tune pour tout le monde sur l'audio. Sinon, tout le monde qui est sur la vidéo, allez voir ça. J-Dead Spirit Box, les lyrics. L'écriture de cette fille-là me fait capoter. C'est tout simplement incroyable. C'est littéralement une toune qui est métaphore après métaphore après métaphore, dans le sens qu'elle place ses métaphores avec d'autres métaphores. Pour vrai. C'est malade. Mais bref, ça n'a pas rapport avec un podcast d'entraînement. On s'en reparle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye.